Bonjour à tous. Je m'appelle Joshua. J'ai 29 ans, et mes propres parents ainsi que mon frère ont essayé de ruiner le jour le plus important de ma vie. Avant de vous raconter le moment où mon beau-père s'est levé et a fait s'effondrer tout l'univers de mon frère avec une seule phrase, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Tout a culminé avec un appel téléphonique, à peine 3 semaines avant mon mariage. L'écran s'est allumé avec le nom de ma mère. J'ai senti cette douleur sourde et familière dans mon estomac, celle que j'avais depuis que j'étais enfant. J'ai répondu. Joshua, dit-elle, d'une voix légère, comme si elle parlait de la météo. J'appelle juste pour te prévenir. Ton père et moi avons pris une décision. Nous assisterons au mariage d'Ethan. Bien sûr, c'est juste que. Eh bien, c'est le premier-né, tu comprends? C'est plus traditionnel. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, le marbre froid s'infiltrant à travers ma chemise. Ma fiancée, Clara, m'a regardé de l'autre côté de la pièce, son sourire s'effaçant en voyant mon visage. Je comprends, ai-je dit. Les mots étaient calmes, stables. J'étais surpris de mon propre calme. Des années de pratique, je suppose. Oh, bien, dit-elle, soulagée. On se sentait si mal à propos de ce conflit. Quelle folle coïncidence. Que leur date tombe le même jour que la tienne. Nous essaierons de passer à ton petit événement après, si nous avons le temps. Aucune promesse. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté le vide sur la ligne. Bon, je dois te laisser, a-t-elle gazouillé. Beaucoup de choses à faire pour le grand jour d'Ethan. Je t'aime. La ligne est devenue silencieuse. J'ai lentement baissé le téléphone. Il l'avait choisi. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il l'avait toujours choisi. Mais ce que ma mère, mon père et mon frère, le fils parfait, Ethan, ne savaient pas, c'est que leur choix était la dernière pièce d'un puzzle que j'assemblais depuis des mois. Leur coïncidence n'en était pas une du tout, et mon petit événement était sur le point de tout changer. J'ai levé les yeux vers Clara. Ses yeux brillaient d'une lueur féroce et protectrice. Elle s'est approchée et a pris ma main, sa poigne ferme et chaude. Tout va bien, lui ai-je dit. Et pour la première fois, je le pensais. Tout se déroule exactement comme prévu. Mais pour comprendre le plan, il faut comprendre la douleur. Et cela a commencé bien avant qu'un quelconque mariage ne soit à l'horizon. Cela a commencé quand j'étais un enfant, grandissant dans l'ombre d'un frère qui était né pour briller. Tandis que moi, apparemment, j'étais né pour être invisible. Revenons un peu en arrière. L'histoire commence réellement un mardi soir, 6 mois plus tôt, lorsque la femme que j'aimais plus que tout m'a regardé à travers une table éclairée aux chandelles et a changé ma vie. Sauf que ce n'était pas moi qui posais la question. C'était elle. Clara et moi étions ensemble depuis 3 ans. 3 ans à me sentir vu, à sentir que j'étais plus que suffisant. Nous étions dans notre petit restaurant italien préféré, celui avec les nappes à carreaux et les bouteilles de Chianti en guise de bougeoir. J'étais en train de divaguer sur un problème de codage au travail quand elle a soudainement posé sa main sur la mienne, me faisant taire. Joshua, dit-elle, sa voix douce mais sérieuse. Je t'aime. Je t'aime aussi, ai-je dit, mon cœur faisant un petit bond. Elle a pris une profonde inspiration. Je sais que les choses sont censées se passer d'une certaine manière. Le gars est censé faire cette partie, mais je te connais aussi. Je sais que tu réfléchis trop à tout parce que tu as toujours peur de ne pas être digne des bonnes choses. Ma gorge s'est serrée. Elle lisait en moi comme dans un livre ouvert. Elle a glissé son autre main dans son sac et en a sorti une petite boîte simple, pas une boîte à bagues, mais une belle boîte en bois. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, nichée sur un coussin de velours noir, se trouvait une superbe montre classique. Joshua, dit-elle, les yeux rivés sur les miens. Je ne veux passer ma vie avec personne d'autre. Veux-tu m'épouser? Les larmes me sont montées aux yeux, non seulement de joie, mais d'un soulagement profond et accablant. Quelqu'un m'avait choisi. Quelqu'un voyait toutes mes parts brisées et ne se contentait pas de les accepter. Elle les aimait. Je pouvais à peine parler. J'ai juste hoché la tête, un immense sourire niais se répandant sur mon visage tandis qu'elle glissait la montre à mon poignet. Oui, ai-je finalement réussi à dire, 1000 fois oui. Le bonheur était si pur, si lumineux qu'il en était presque douloureux. Mais alors que nous quittions le restaurant, marchant main dans la main dans l'air frais de la nuit, une obscurité familière a commencé à s'insinuer aux abords de ma joie.
L'étape suivante inévitable, l'annoncer à nos familles. L'annoncer à ses parents fut un rêve. Son père, Monsieur Harrison, était un homme chaleureux et imposant avec une poignée de main qui aurait pu broyer des noix. Il m'a attiré dans une étreinte qui m'a soulevé du sol et a tonné, « Bienvenue dans la famille, mon fils ». Sa mère, une femme d'une grâce incroyable, m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'elle avait toujours espéré que je serais le bon. Il formait une famille, une vraie. Puis Monsieur Harrison m'a tapé sur l'épaule. Eh bien, nous devons rencontrer tes parents. Il va falloir réunir tout le monde pour un vrai dîner de célébration. Et juste comme ça, l'obscurité que j'avais repoussée m'a envahi. Mes parents, mon frère. La seule pensée me retournait l'estomac. En grandissant, notre maison était une scène, et mon frère aîné, Ethan, en était la vedette. Il avait 2 ans de plus, était charmant sans effort, athlétique et beau. Il était le soleil, et j'étais la petite planète qui orbitait tranquillement autour de lui, perpétuellement dans son ombre. Nos albums de photos de famille en témoignaient. Page après page, Ethan frappant un home run. Ethan avec un trophée de débat. Ethan souriant avec nos fiers parents. Et moi, j'étais là, dans le coin d'une photo, floue, ou parfois pas là du tout. Je me souviens d'un Noël quand j'avais environ 9 ans. Tout ce que je voulais, c'était ce grand ensemble de stations spatiales Lego. Je l'avais encerclé dans le catalogue de Toys R Us pendant des mois. Le matin de Noël, j'ai déballé mes cadeaux, mais ils n'étaient pas là. À la place, j'ai eu des vêtements de seconde main trop grands et un livre. Puis Ethan a ouvert son dernier cadeau. C'était la station spatiale Lego. Nous savions que tu l'adorerais, chérie, a roucoulé ma mère. Tu es si doué pour construire des choses. Il ne l'était pas. Il s'ennuyait vite et cassait les choses. C'est moi qui passais des heures à assembler patiemment des modèles. J'ai regardé mon père, les yeux suppliants. Il a juste haussé les épaules. Ton frère est plus âgé, Joshua. Il a le premier choix. Tu connais les règles. Ethan a déchiré la boîte, a vidé les pièces sur le sol et a commencé à en assembler quelques-unes avant de s'énerver. C'est stupide, a-t-il déclaré après 5 minutes, et il a donné un coup de pied dans le tas, en voyant des briques en plastique se disperser sous le canapé. Plus tard cette nuit-là, bien après que tout le monde se soit endormi, je suis descendu sur la pointe des pieds et j'ai commencé à la construire moi-même, pièce par pièce, dans le silence de la nuit. Le lendemain matin, quand il a vu la station terminée, il a prétendu l'avoir finie. Mes parents ont loué son génie. Je n'ai jamais dit un mot. C'était mon rôle. Le machiniste silencieux et invisible dans la grande production de la vie parfaite d'Ethan. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de nos années d'école. Ethan était le sportif populaire, l'âme de la fête. J'étais le gamin intello et silencieux qui avait toujours d'excellentes notes. On pourrait penser que c'était quelque chose dont mes parents pouvaient être fiers, n'est-ce pas? Faux. Pour eux, ma réussite scolaire était juste bizarre. C'était une autre façon dont je ne parvenais pas à être comme Ethan. Ne fais pas ton malin, Joshua, disait mon père quand je rentrais avec un bulletin parfait. Personne n'aime les je sais tout. Pendant ce temps, Ethan s'en sortait de justesse avec des notes moyennes et ils organisaient une fête. Il a du charisme, se vantait mon père auprès de nos proches. C'est ça qui compte dans le monde réel, pas les livres. Le dernier clou dans le cercueil de mon enfance est arrivé lors de ma dernière année de lycée. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'étais le major de ma promotion. J'ai reçu une offre de bourse d'une prestigieuse université hors de l'État pour étudier le génie informatique. C'était mon billet de sortie, ma chance d'être enfin vu pour qui j'étais, pas pour qui je n'étais pas. Je me souviens être rentré en courant à la maison, agitant la lettre d'acceptation, mon cœur battant d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mes parents étaient dans le salon, regardant la télévision. Je me suis tenu devant l'écran, à bout de souffle. J'ai été accepté. J'ai eu la bourse. Ma mère a pris la lettre et y a jeté un coup d'œil. Oh, c'est bien, chérie. Mon père n'a même pas levé les yeux. Ça couvre combien? Environ 75%, ai-je dit, ma voix tremblant d'excitation. Je peux travailler pour couvrir le reste ou prendre un petit prêt. Il m'a finalement regardé, son visage un masque d'agacement. Un prêt? Es-tu fou? Nous ne co-signerons rien. Et nous n'avons pas d'argent à jeter par les fenêtres pour ça. Mais vous avez créé un fonds d'études pour nous, ai-je balbutié, confus.
Ce fonds d'études, a dit mon père, sa voix dangereusement basse, est pour ton frère. Il va en école de commerce à l'université d'État. Il a besoin d'un bon départ pour construire sa carrière, pour se faire des relations. Nous n'allons pas le gaspiller dans une de tes chimères à l'autre bout du pays. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je ne pouvais plus respirer. Mais mes notes, la bourse. Nous avons déjà gaspillé assez d'argent avec toi, Joshua, a dit ma mère, pas méchamment, mais avec une finalité qui était pire que la colère. Ethan et l'investissement. Il est temps que tu commences à subvenir à tes propres besoins. Trouve un travail. Je suis resté là, la lettre froissée dans mon poing, le monde se rétrécissant à ce seul moment écrasant. Il ne me refusait pas seulement une éducation. Il me disait, sans équivoque, que je ne valais rien. Que mes rêves, mon travail acharné, mon existence entière avaient moins de valeur que le charisme de mon frère et ses notes moyennes. Ce jour-là, le dernier reste d'amour que j'avais pour eux est mort. Il a été remplacé par quelque chose de froid et de dur. La résolution. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas plaidé. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fait un sac et je suis parti. J'ai eu de la chance. Mon professeur d'informatique au lycée, Monsieur Evans, avait toujours vu quelque chose en moi. Il avait un beau-frère qui dirigeait une petite start-up technologique. Il a passé un appel. J'ai obtenu un poste de débutant pour faire du support informatique de base. Ce n'était pas glamour. Le salaire suffisait à peine pour vivre, mais c'était le mien. C'était mon évasion. Pendant les 9 années suivantes, j'ai travaillé. J'ai appris. J'ai gravi les échelons, promotion après promotion. Et je n'ai jamais demandé la moindre chose à ma famille. Alors, quand Clara a tenu ma main, les yeux pleins d'amour et d'enthousiasme pour notre avenir, j'ai su que je devais tout lui dire. Pas seulement les moments forts, mais la vérité laide et douloureuse de tout cela. Nous nous sommes assis dans son appartement cette nuit-là, et pour la première fois, j'ai tout laissé sortir, l'ensemble Lego, les bulletins scolaires, le fonds d'études volé, le poids écrasant d'être la déception de la famille. Je lui ai dit pourquoi la pensée de la rencontre de nos familles me remplissait d'une terreur froide et écœurante. J'ai terminé mon histoire, ma voix rauque, m'attendant à moitié à ce qu'elle me regarde avec pitié, ou pire, qu'elle me voie comme quelqu'un d'abîmé. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste écouté, son expression illisible. Quand j'ai eu fini, un long silence a plané dans l'air. Puis elle a parlé, sa voix épaisse d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Ces gens, dit-elle lentement, ne sont pas ta famille. Ce sont tes parents. Ta famille est ici. Et elle a posé sa main sur ma poitrine, juste sur mon cœur. Et bientôt, a-t-elle ajouté, ses yeux brillants, ce sera aussi ma famille. Et nous te protégerons. À ce moment-là, j'ai compris ce que c'était que d'être vraiment aimé. Ce n'était pas une question de grands gestes. C'était quelqu'un qui voyait vos blessures les plus profondes et choisissait de les protéger. Le dîner avec ses parents fut une révélation. J'étais préparé à un interrogatoire, à un jugement. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'acceptation. Madame Harrison, après avoir entendu une version très édulcorée de mon passé, m'a simplement tapoté le bras et a dit, « Eh bien, leur perte est notre gain. » Mais c'est Monsieur Harrison qui m'a vraiment surpris. C'était un homme qui rayonnait de pouvoir et de succès. Le genre d'homme que mon père avait toujours essayé d'être, sans succès. Après le dîner, il m'a demandé de le rejoindre dans son bureau. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ça y est, l'interrogatoire. Il a versé 2 verres de whisky et m'en a tendu un. Il m'a fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en cuir moelleux en face de son bureau. Joshua, a-t-il commencé, sa voix un grondement sourd. Clara m'a un peu parlé de ton passé. Pas les détails, juste que les choses ont été difficiles. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Je ne suis pas un homme qui se soucie d'où vient quelqu'un, a-t-il poursuivi en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Je me soucie de qui ils sont. Pendant 3 ans, je t'ai vu traiter ma fille avec un respect et une gentillesse que tout père espère. Je t'ai vu gravir les échelons à partir de rien dans un domaine compétitif, basé sur le pur talent et la ténacité. Toi, mon fils, tu es un homme qui s'est fait tout seul, et il n'y a rien au monde que je respecte plus que cela. Il a levé son verre. À mon futur gendre. J'ai levé le mien, ma main tremblant légèrement. Pour la première fois de ma vie, une figure paternelle me regardait avec fierté.
C'était un sentiment si étranger, si puissant, qu'il m'a presque mis à genoux. J'ai quitté leur maison cette nuit-là en me sentant pousser des ailes. J'avais une famille maintenant, une vraie. Et avec eux à mes côtés, je sentais que je pouvais enfin affronter les fantômes de mon passé. Je ne réalisais juste pas que ces fantômes étaient sur le point de se matérialiser de la manière la plus destructrice possible. La nuit de la grande réunion de famille est arrivée une semaine plus tard. Clara, sachant à quel point j'étais stressé, avait réservé une salle privée dans un steakhouse haut de gamme. C'était un territoire neutre, élégant et calme, un endroit qui, je l'espérais, pourrait inspirer une apparence de comportement civilisé de la part de ma famille. J'étais un imbécile d'être si optimiste. Les Harrison sont arrivés les premiers, pile à l'heure, impeccablement habillés et portant un magnifique bouquet de fleurs pour ma mère. Clara et moi les avons accueillis, et nous quatre avons échangé des banalités. Puis, avec 20 minutes de retard, ma famille a débarqué comme un ouragan de catégorie 4. Mon père, Richard, portait un polo taché. Ma mère, Eleanor, avait un survêtement criard qui semblait avoir été acheté dans un magasin discount. Et Ethan. Ethan était dans son élément. Il est entré d'un pas arrogant, vêtu d'une chemise de marque déboutonnée un peu trop bas, un sourire suffisant plaqué sur son visage alors qu'il examinait le décor coûteux. « Waouh, Josh !» dit Ethan bruyamment, en me frappant dans le dos assez fort pour me faire trébucher. « Tu as finalement réussi à trouver une fille qui peut payer pour un repas décent, hein ?» J'ai serré les dents. Le sourire de Monsieur Harrison s'est légèrement crispé. « Richard, Eleanor, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin, » a dit Monsieur Harrison en tendant la main. Mon père lui a donné une poignée de main molle, ses yeux parcourant déjà le menu. « Ouais, vous aussi. Commandons à manger, je meurs de faim. » Le dîner fut, sans aucun doute, les 2 heures les plus atroces de ma vie. Mes parents et Ethan ont ignoré toutes les tentatives de conversation des Harrison. Ils ne se parlaient qu'entre eux et généralement la bouche pleine. Ils se sont plaints de la taille des portions. Ils se sont disputés pour savoir qui aurait le dernier petit pain. Ma mère, Eleanor, a même sorti une calculatrice pour estimer le coût du repas, sifflant bruyamment et disant « Vous gâtez vraiment mon garçon, hein ?» Les parents de Clara étaient des maîtres de la diplomatie, essayant d'orienter la conversation vers des sujets neutres. « Alors, Ethan, dit Madame Harrison avec un sourire poli. Joshua nous dit que vous travaillez dans la finance. » Ethan s'est penché en arrière, bombant le torse. « Ouais, un gros bonnet de la banque d'investissement. C'est un marché de tueurs, mais je suis sur la voie rapide. J'envisage une énorme promotion au poste de directeur bientôt. L'augmentation de salaire va être démente. Vous ne comprendriez probablement pas. C'est un monde de haute pression. » Il a agité une main dédaigneuse comme s'il parlait à un enfant. J'ai observé Monsieur Harrison, un homme qui dirigeait une société financière de plusieurs milliards de dollars, hocher lentement la tête, une expression étrange et illisible sur son visage. « Vraiment, dit-il doucement. » L'humiliation finale est arrivée avec le plat principal. Le serveur a placé un magnifique filet mignon parfaitement cuit devant mon père. Il en a pris une bouchée, a mâché bruyamment, puis l'a recraché sur le côté de son assiette. « C'est saignant, a-t-il beuglé en faisant signe au serveur. « C'est quoi ce bougeoir de luxe? Reprenez-le et faites-le cuire jusqu'à ce qu'il soit mort. » Je voulais que le sol s'ouvre et m'avale. Je sentais la chaleur monter à mon visage, une onde brûlante qui n'était que trop familière. J'ai risqué un regard vers Clara. Elle ne me regardait pas avec pitié. Elle regardait ma famille avec une fureur froide et dure. Et dans ses yeux, j'ai vu ma propre décision se refléter. Ça s'arrête maintenant. Juste au moment où je pensais que la soirée ne pouvait pas être pire, Ethan a décidé de reprendre le devant de la scène. Alors, en parlant de grandes nouvelles, a-t-il annoncé en s'essuyant la bouche avec le dos de la main. Il a attrapé sous la table une jeune femme et l'a installée sur le siège à côté de lui. Elle avait dû se glisser pendant que mon père faisait sa scène avec son steak. Elle était belle, d'une manière nette et brillante, avec des cheveux parfaits et une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. Tout le monde, rayonna Ethan, voici ma petite amie, Sophia. Enfin, ma fiancée, en fait. Il a attrapé sa main et a exhibé une énorme bague en diamant. Je lui ai demandé de m'épouser ce matin. Mes parents ont explosé. Ma mère a poussé un cri de joie, se levant pour serrer Sophia dans ses bras. Mon père a tapé dans le dos d'Ethan, toutes les plaintes concernant son steak trop cuit oubliées. C'est mon garçon.
Je savais que tu dénicherais la perle rare. Clara et moi avons échangé un regard. Le timing était suspect. Félicitations, dit Clara, sa voix parfaitement égale. C'est une merveilleuse nouvelle. Sophia lui a adressé un sourire qui n'était que dents. Merci. Tout a été si soudain. Quand Ethan m'a dit que vous vous mariez, je me suis juste dit, pourquoi attendre? La vie est trop courte, vous savez. Elle a toisé Clara de la tête aux pieds, son regard s'attardant un instant sur la bague de fiançailles simple et élégante de Clara avant de revenir à son propre énorme caillou. Le message était clair. Le reste du dîner fut le Ethan and Sophia show. Nous avons tout entendu sur leur romance éclair, leur projet de mariage somptueux et la famille influente dont Sophia était issue. Son père possédait apparemment une chaîne de concessionnaires de voitures de luxe. Mes parents en bavaient presque. C'était la belle-fille dont ils avaient toujours rêvé. Riche, tape à accent grave-l'œil, et un accessoire parfait pour leur fils en or. Ils ont complètement ignoré Clara. C'était comme si elle n'existait pas. À un moment donné, Eleanor s'est même penchée sur la table et a dit à Sophia, « Il faudra que tu me donnes les coordonnées de ton père. Richard pense à changer de voiture. Peut-être qu'on pourra avoir une réduction familiale maintenant. » J'ai senti Clara se tendre à côté de moi. C'en était trop. Je me suis levé. Je pense que nous devrions en rester là pour ce soir, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Tout le monde m'a regardé, surpris que j'ai parlé. Merci, M et Madame Harrison, pour ce charmant dîner. Ce fut un plaisir. J'ai regardé ma famille d'un air entendu. Ce fut une soirée. Monsieur Harrison s'est également levé, posant une main réconfortante sur mon épaule. Joshua a raison. Il se fait tard. Alors que nous partions, Sophia m'a pris à part un instant, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Et, je suis si excité d'être belle-sœur. On devrait totalement planifier nos mariages ensemble. J'adorerais entendre parler de tes. Tu sais. Projet. La façon dont elle a dit « projet » était empreinte d'une pitié condescendante qui m'a hérissé le poil. C'était le ton que les gens utilisent lorsqu'ils vous interrogent sur votre diplôme d'études collégiales alors qu'ils ont un doctorat de Harvard. Nous faisons simple, ai-je dit en m'éloignant. Oh, j'en suis sûr, dit-elle avec ce sourire éclatant et faux. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. En les regardant partir, Ethan avec ses bras possessivement enroulés autour de Sophia et mes parents la flattant, j'ai eu un mauvais pressentiment. Ce n'était pas juste une annonce surprise. C'était une déclaration de guerre. Et je commençais à peine à comprendre le champ de bataille. Le premier coup de feu a été tiré 3 jours plus tard. Mon téléphone a sonné. C'était Ethan. Et, petit frère, dit-il, sa voix dégoulinant d'une fausse gaieté. J'ai une nouvelle incroyable. Sophia et moi avons fixé notre date. D'accord, ai-je dit, me préparant au pire. Ouais, on a trouvé le lieu le plus incroyable, mais ils sont complets pour des années, sauf pour une annulation. Tu peux croire notre chance? C'est en octobre. Le 14 octobre. Je me suis figé. Le 14 octobre, le jour de mon mariage. La date que Clara et moi avions envoyée sur nos cartons au Save the Date 6 semaines plus tôt. Quelle folle coïncidence, n'est-ce pas? Il a ri. Il n'y avait aucun humour là-dedans. C'était le son d'un prédateur savourant sa proie. Je veux dire, quelles sont les chances? On était tellement fixé sur ce lieu, on a dû le prendre. Ça ne te dérange pas, j'espère? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. La cruauté pure et calculée de cet acte m'a coupé le souffle. Bref, a-t-il poursuivi, je voulais juste te prévenir. On se parle bientôt. Il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, les jointures blanches. Coïncidence. Il avait l'audace d'appeler ça une coïncidence. Avant même que je puisse traiter la rage, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Son appel était celui que j'ai détaillé au début de cette histoire. Nous assisterons au mariage d'Ethan. Bien sûr, c'est le premier-né, tu comprends? Nous essaierons de passer à ton petit événement après, si nous avons le temps. C'en était trop. La trahison finale est impardonnable. Ce n'était pas seulement qu'il l'avait choisi. C'était la manière désinvolte et méprisante dont il l'avait fait. Mon mariage, le jour le plus important de ma vie,
était réduit à un petit événement auquel il pourrait passer. L'aboutissement d'une vie entière à m'entendre dire que j'étais le second choix, une pensée après coup. Quand j'ai raccroché, un calme étrange m'a envahi. La douleur était toujours là, une pierre froide et profonde dans mes entrailles, mais la colère s'était consumée, laissant derrière elle quelque chose de net et de dur comme de l'acier. Un but. Je suis entré dans le salon où Clara était sur son ordinateur portable, regardant des arrangements floraux. Elle a vu mon visage et le sien s'est décomposé. Ils l'ont fait, n'est-ce pas, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Le mariage d'Ethan est le 14 octobre, et mes parents viennent d'appeler pour confirmer qu'ils assisteront au sien. J'ai vu une tempête d'émotions traverser son visage. La fureur, l'incrédulité, puis un sourire lent et dangereux. Elle a fermé son ordinateur portable. D'accord, dit-elle, la voix ferme. Oublie les fleurs. Oublie le budget. Oublie le petit mariage intime dont nous avions parlé. Elle s'est levée et est venue vers moi, prenant mes deux mains dans les siennes. Ses yeux flambaient. Ton beau-père, dit-elle, avec une nouvelle et excitante emphase sur les mots, possède l'une des filiales d'organisation d'événements les plus prospères de l'État. Nous n'allons pas avoir un petit événement, Joshua. Nous allons avoir un mariage dont on se souviendra. Nous allons leur donner une place au premier rang pour la plus grande erreur de leur vie. Et à ce moment-là, j'ai abandonné la dernière parcelle d'espoir que ma famille changerait un jour. J'ai abandonné le besoin de leur approbation. J'avais une nouvelle famille maintenant. Et nous ne planifions plus seulement un mariage. Nous planifions une mise au point. Les 3 mois suivants furent un tourbillon d'opérations clandestines. Nous sommes devenus des commandos du mariage, opérant dans le secret le plus total. La première règle de notre nouveau plan était un blackout complet de l'information. Ma famille a été mise sur une liste de non-contacts stricts. Leurs appels allaient directement à la messagerie vocale. Leurs textos restaient sans réponse. Quand Sophia, fidèle à sa parole, a envoyé une série de textos mielleux demandant des nouvelles de la planification, Clara répondait par des mots vagues d'une seule syllabe. Comment avance la recherche du lieu, demandait-elle. Bien, répondait Clara. Tu as déjà trouvé une robe? Oui. Ça les rendait fous. J'ai appris par mon oncle David, le frère cadet de mon père et la seule personne de la famille qui m'ait jamais montré une once de gentillesse, que ma mère se plaignait à qui voulait l'entendre. Je ne comprends pas pourquoi Joshua est si secret. C'est probablement parce qu'il a honte. Je parie qu'ils font juste quelque chose de petit dans un jardin. Laissons-les penser ça. C'était parfait. Pendant ce temps, en coulisses, la machine Harrison était en plein mouvement. Clara avait raison. Son père ne connaissait pas seulement des gens, il possédait l'entreprise. Il a mis sa meilleure organisatrice, une femme redoutable nommée Evelyn, sur notre cas. Notre budget initial a été cérémonieusement déchiqueté. Le budget, a annoncé M. Harrison lors de notre première réunion dans une salle de conférence élégante, est de rendre ma fille heureuse et de montrer à Joshua le respect qu'il mérite. C'est le seul poste budgétaire. Notre petit événement était maintenant prévu dans la grande salle de bal de l'hôtel Saint-Régis, un lieu synonyme de luxe d'antan. C'était un lieu si exclusif qu'il fallait généralement le réserver des années à l'avance. Mais quand M. Harrison a appelé, une ouverture providentielle est miraculeusement apparue. La liste des invités était la phase suivante de l'opération. Notre liste originale de 50 amis proches et membres de la famille a été abandonnée. Evelyn et Madame Harrison se sont mises au travail. La nouvelle liste a gonflé à 300 personnes. Elle incluait toute la famille élargie de Clara, leur réseau d'amis et, plus important encore, une sélection triée sur le volet des associés de M. Harrison. J'ai invité quelques personnes clés de mon entreprise, m'a-t-il dit un soir alors que nous examinions le plan de table. Il a tapé sur un nom sur la liste. Quelques membres du conseil d'administration et notre principal conseiller juridique. Ce sera bien pour eux de voir à quoi ressemble la véritable intégrité. Il y avait une lueur dans ses yeux que je commençais à reconnaître. C'était le regard d'un maître d'échecs positionnant ses pièces pour l'échec et mat. Il m'a posé des questions sur l'entreprise d'Ethan. Je lui ai donné le nom de la société d'investissement de taille moyenne où Ethan travaillait. Monsieur Harrison a juste hoché la tête lentement, une expression pensive sur son visage. H&H Financial a une relation de travail avec eux, dit-il de manière énigmatique. Nous sommes de l'autre côté d'une grosse fusion dans laquelle ils sont impliqués. Intéressant. C'était un détail que j'ai enregistré.
Ça semblait important. Tout était de premier ordre. Un orchestre de 10 musiciens. Un chef célèbre pour concevoir le menu. Un designer floral qui a créé des installations à couper le souffle qui semblait sorti d'un conte de fées. La robe de Clara était un chef-d'œuvre sur mesure. On m'a fait un smoking sur mesure. C'était surréaliste. Une partie de moi, celle qui était encore ce petit garçon dans le coin, ressentait un sentiment constant et lancinant de syndrome de l'imposteur. Je ne méritais pas tout ça. Mais chaque fois que je ressentais ce doute, Clara ou ses parents étaient là. Madame Harrison passait son bras sous le mien lors d'une dégustation de gâteaux et disait « Joshua, tu as une lumière dans les yeux que je n'avais pas vue auparavant. Ça te va bien. » Monsieur Harrison me tapait sur l'épaule après une réunion et disait « Tu gères tout ça comme un pro, mon fils. » Il ne se contentait pas d'organiser une fête. Il reconstruisait mon estime de moi, un détail luxueux et valorisant à la fois. La dernière pièce du plan était la plus difficile. Nous devions inviter ma famille, non pas parce que nous les voulions là, mais parce que leur présence était nécessaire au fonctionnement du plan. L'invitation a été envoyée, un carton épais de couleur crème avec des lettres dorées qui coûtaient probablement plus cher que leur dîner. C'était une invitation à notre réception de mariage au Saint-Régis à 19 h le 14 octobre. Nous savions que la cérémonie d'Ethan était à 16 h, suivie d'une réception dans un club de golf en banlieue. Notre timing était délibéré. Il leur laissait une fenêtre pour venir se vanter, et nous comptions sur eux pour la saisir. 2 semaines avant le mariage, le carton RSVP est revenu par la poste. Richard, Eleanor et Ethan plus une personne ne seront pas présents. Ils n'avaient même pas pris la peine d'utiliser le nom de Sophia. J'étais juste, le frère de Joshua, dans une note qu'ils avaient écrite sous la case cochée nom. Ma mère avait griffonné une note de son écriture bouclée, tellement désolé, nous serons occupés à un vrai mariage. Espérons que vous vous amuserez. Je l'ai montré à Clara. Elle a juste souri. Parfait, a-t-elle dit. Ils ont mordu à l'hameçon. Le jour J est arrivé. 14 octobre. Je me suis réveillé dans une suite au sein. Régis, ressentant un étrange mélange de terreur et d'exaltation. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller en contrebas. Le smoking sur mesure était accroché à la porte de l'armoire. Ça y est. Notre cérémonie fut une affaire privée, tenue dans le jardin sur le toit de l'hôtel en début d'après-midi. Juste nous, les Harrison, mon témoin, Michael, et la demoiselle d'honneur de Clara. C'était parfait. Debout là, prononçant mes vœux à Clara avec la ligne d'horizon comme témoin, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Quoi qu'il arrive ce soir, j'avais déjà gagné. Je l'avais, elle. La réception devait commencer à 19 h. À 18h45, la grande salle de bal bourdonnait déjà d'activité. C'était à couper le souffle. Des arrangements floraux imposants, des lustres en cristal scintillant comme des constellations captives, et le murmure bas et élégant de 300 invités se mêlant autour de champagne et d'huîtres. L'orchestre de 10 musiciens jouait du jazz doux. C'était un monde à part des salles de centres communautaires et des salles de réception de clubs de golf auxquelles j'étais habitué. À 19h15, pile à l'heure, le concierge de l'hôtel a parlé doucement dans son communicateur de poignet. J'ai vu Evelyne, notre organisatrice, hocher la tête de l'autre côté de la salle. Elle m'a fait un discret signe de pouce levé. Ils sont là, murmura-t-elle en passant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai serré la main de Clara. Nous nous tenions près de l'entrée, accueillant les invités. Nous nous étions positionnés de manière à avoir une vue claire de leur arrivée. Et puis ils sont entrés. C'était comme regarder une scène de film où des personnages de 2 films différents se retrouvent accidentellement sur le mauvais plateau. Mon père portait un costume beige mal ajusté. Ma mère portait une robe fuchsia criarde, trop serrée et trop voyante pour cette soirée élégante. Et Ethan et Sophia. Ils avaient l'air de venir, eh bien, d'un mariage dans un club de golf de banlieue. Son costume était froissé, et la robe de style demoiselle d'honneur de Sophia, bien que chère, semblait criarde et déplacée au milieu de la mer de robes de créateurs et de smoking. Ils se sont arrêtés net juste à l'entrée. J'ai observé leurs visages alors qu'ils découvraient la scène, leurs expressions suffisantes et moqueuses s'effaçant pour être remplacées par une incrédulité bouche bée et aux yeux écarquillés. Ils ont balayé la salle du regard, leurs yeux passant des plafonds aux cascades d'orchidées, des sculptures de glace au nombre impressionnant d'invités superbement vêtus. Ce n'était pas un barbecue dans un jardin. Ce n'était pas un
petit événement. C'était un spectacle de richesse et de classe qu'il ne pouvait même pas comprendre. La main de ma mère est allée à sa bouche. Le visage de mon père est devenu rouge et tacheté. Le sourire parfait de Sophia avait disparu, remplacé par un masque tordu d'envie et de confusion. Mais la meilleure réaction fut celle d'Ethan. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ses yeux, écarquillés par le choc, m'ont finalement trouvé. Il m'a vu là, détendu et souriant dans mon smoking parfaitement taillé, ma belle épouse à mon bras, l'air d'être à notre place. Parce que nous l'étions. Lentement, comme quatre aimants attirés contre leur volonté, ils ont commencé à marcher vers nous. Le murmure de la conversation autour de nous s'est éteint alors que les gens remarquaient les nouveaux arrivants étrangement vêtus et la tension palpable dans l'air. Joshua, balbutia ma mère, ses yeux parcourant nerveusement la salle. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ma réception de mariage, maman, ai-je dit, ma voix calme et agréable. Je suis si content que vous ayez pu venir. Mais comment, bégaya mon père, faisant un vague geste vers la salle. Qui a payé pour? Nous, dit Clara, sa voix comme de l'acier enrobé de miel. Nous sommes si heureux que vous ayez pu venir célébrer avec nous, Richard, Eleanor. Elle leur fit un signe de tête, une reine reconnaissant ses sujets pas si loyaux. Puis ses yeux se posèrent sur Sophia. Et vous devez être l'autre mariée. Félicitations. La façon dont elle a dit « autre mariée » était un chef-d'œuvre de mépris subtil. Sophia tressaillit comme si elle avait été giflée. Ethan a finalement retrouvé sa voix. « Qu'est-ce que c'est, Josh » siffla-t-il, sa voix basse et furieuse. « Une sorte de blague ? Où as-tu trouvé l'argent pour ça ? Tu as gagné à la loterie ? Quelque chose comme ça, ai-je dit avec un petit sourire. J'ai épousé la bonne femme. Au bon moment, le chef d'orchestre a tapé sur son micro. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. J'ai le grand honneur de présenter le père de la mariée pour un toast aux heureux mariés. Veuillez accueillir chaleureusement Monsieur Robert Harrison. Et c'est là que le sol s'est véritablement dérobé sous leurs pieds. La voix du chef d'orchestre a retenti dans le système de sonorisation ultramoderne de la salle de bal. Mesdames et messieurs, un accueil chaleureux pour le père de la mariée, le président-directeur général du groupe H&H Financial, Monsieur Robert Harrison. Une vague d'applaudissements a balayé la salle, mais je ne regardais pas la scène. Mes yeux étaient rivés sur mon frère. La couleur a quitté le visage d'Ethan. Je veux dire, elle a littéralement disparu, le laissant d'un blanc pâteux et maladif. Sa mâchoire est tombée. Sophia, debout à côté de lui, a laissé échapper un petit hoquet étranglé. Ses yeux allaient de Monsieur Harrison, qui souriait maintenant chaleureusement depuis la scène, à moi, et vice-versa. Le faux bronzage et la confiance en diamant qu'elle portait comme une armure s'étaient évaporés, révélant la cupidité brute et paniquée en dessous. Le groupe H&H Financial. L'entreprise n'était pas seulement un nom pour Ethan. C'était tout son univers. H&H était le titan de l'autre côté de la grande fusion que sa petite entreprise essayait désespérément de conclure. Monsieur Harrison n'était pas seulement un PDG. Il était le PDG. L'homme dont Ethan avait cherché l'approbation par la flatterie et les manigances pendant près d'1 an. L'homme qui tenait entre ses mains la promotion convoitée d'Ethan, son énorme augmentation de salaire, son avenir tout entier. Et il venait d'être présenté comme mon beau-père. Monsieur Harrison a commencé à parler, sa voix pleine de chaleur et d'émotion sincère. Il a parlé de Clara, sa merveilleuse fille. Puis il a tourné son attention vers moi. Et puis il y a Joshua, dit-il, ses yeux me trouvant dans la foule. Il a souri. Je l'ai déjà dit et je le répète ce soir devant vous tous. Il n'y a rien au monde que je respecte plus qu'un homme qui s'est fait tout seul. Un homme d'intégrité, de talent et de force tranquille. Un homme qui, malgré les obstacles qui en auraient brisé d'autres, a construit une vie et une carrière selon ses propres termes. Joshua est cet homme, et je suis le beau-père le plus fier de la planète de l'accueillir dans notre famille. La salle a éclaté en une autre salve d'applaudissements chaleureux. C'était un discours parfait, magnifique, mais pour ma famille, chaque mot était un coup de marteau. Des obstacles qui en auraient brisé d'autres. Ils étaient les obstacles. A construit une vie selon ses propres termes. Parce qu'il ne lui avait laissé aucun autre choix. Ethan tremblait. Je pouvais le voir de l'autre côté de la pièce. Il s'est tourné vers Sophia, son visage un masque de fureur pure.
Tu savais pour ça, cracha Théil, sa voix un murmure rauque qui portait encore dans le silence stupéfait autour d'eux. Savoir quoi, siffla Théil en retour, les yeux écarquillés de panique. Comment aurais-je pu savoir? Tu m'as dit que c'était un moins que rien, un loser fauché. C'était ton travail. Tu étais censé te renseigner sur eux, gronda Théil. Ma promotion. Toute ma carrière. Tu as tout gâché. J'ai tout gâché? La voix de Sophia monta jusqu'à un cri perçant. C'est toi qui as menti à tes patrons, en prétendant que tu avais des contacts pour l'accord H&H. Tu es un imposteur, Ethan. Un imposteur qui vit sur les cartes de crédit de ses parents. Ce fut une débâcle complète et totale. Au milieu de ma réception de mariage, devant 300 des personnes les plus influentes de la ville, devant son PDG. Mon père a essayé d'attraper le bras d'Ethan. Mon fils, pas ici. Ethan le repoussa violemment. Ne me touche pas. Tout est de votre faute. Vous m'avez dit qu'il n'était rien. Vous m'avez dit de l'ignorer. Le charme était rompu. La sécurité de l'hôtel, discrète mais ferme, a commencé à se diriger vers eux. Les invités les dévisageaient, chuchotant. La belle soirée parfaite avait été momentanément brisée par leur drame laid et pathétique. Mais en regardant les débris de leur propre création, je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai même pas ressenti de satisfaction. Je me suis juste senti libre. Le poids de leur jugement, la vie entière de leur comparaison, tout cela venait de disparaître. Ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. C'est le moment qui a tout changé, le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma propre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Si vous pouviez m'aider en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous, juste pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire, cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les agents de sécurité étaient des professionnels. Il n'y a eu ni cri, ni lutte. Ils ont simplement entouré ma famille, leur présence calme et imposante créant une bulle d'autorité. Avec des mots calmes et des gestes fermes, ils les ont escortés tous les 4 heures de la salle de bal par une sortie latérale. L'incident a duré moins de 2 minutes. Alors que les portes se refermaient derrière eux, un soupir de soulagement collectif sembla traverser la salle. L'orchestre, après un signe de tête d'Evelyne, a repris en douceur une mélodie joyeuse. La fête a continué, mais je savais que ce n'était pas fini. Environ 10 minutes plus tard, mon témoin, Michael, s'est penché. Ils sont dans le hall, a-t-il chuchoté. Tes parents demandent à te parler seul. Clara a serré ma main. Tu n'es pas obligé. Je sais, ai-je dit, mais j'en ai besoin. Pour moi. Je l'ai embrassé sur le front et j'ai suivi Michael hors de la salle de bal. Je les ai trouvés blottis près d'un couloir de service, à l'écart du flux principal du hall de l'hôtel. Le combat les avait quittés. Ils semblaient juste petits et vaincus. Le maquillage de ma mère était maculé par les larmes. Le visage de mon père était cendré. Ethan et Sophia étaient partis, ayant probablement pris la fuite dans des directions opposées. Dès qu'ils m'ont vu, ma mère s'est précipitée en avant. Joshua. Oh Joshua, Dieu merci. Nous sommes tellement désolés. Mon père a hoché vigoureusement la tête. Un malentendu complet, mon fils. Nous n'avions aucune idée. Harrison, le PDG de H&H, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? La question était si absurde, si complètement dénuée de conscience de soi que j'ai presque ri. Vous le dire, ai-je demandé, ma voix dangereusement égale. Pourquoi l'aurais-je fait? Pour que vous puissiez essayer de m'utiliser. Pour que vous puissiez enfin faire semblant d'être fier de moi parce que j'ai épousé l'argent et le pouvoir? Non, non, ce n'est pas comme ça, sanglota Eleanor en tendant la main vers mon bras. J'ai reculé et elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Nous avons toujours été fiers de toi, Joshua. Toujours. C'est juste que... Nous avons une drôle de façon de le montrer. C'était le mensonge le plus pathétique que j'ai jamais entendu. Toutes les années de négligence, à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien, à voir mes rêves rejetés et mes accomplissements ignorés. Tout cela était censé être effacé par ce dernier mensonge désespéré. Non, ai-je dit, et le mot était aussi solide et inébranlable qu'un mur de granit. Vous n'avez jamais été fier de moi.
Vous étiez fier d'Ethan. Vous étiez fier de l'idée que vous vous faisiez de lui. Vous avez tout investi en lui. Et vous m'avez traité comme une erreur d'arrondi dans le budget familial. Ce n'est pas juste, marmonna mon père, les yeux fixés au sol. Juste? J'ai laissé échapper un rire court et sec. Vous voulez parler de justice? Était-ce juste quand vous lui avez donné mon ensemble Lego? Était-ce juste quand vous avez méprisé mes notes? Était-ce juste quand vous avez pris mon fonds d'études et m'avez dit que mon avenir était un gaspillage d'argent? Était-ce juste quand vous avez conspiré avec lui pour ruiner le jour de mon mariage? Il n'avait pas de réponse. Il se tenait juste là, me regardant, la vérité enfin mise à nu entre nous. Vous êtes venu ici ce soir pour une seule raison, ai-je poursuivi, ma voix froide et claire. Vous êtes venu pour vous moquer de moi. Vous êtes venu voir mon petit événement et vous sentir supérieur. Vous vouliez confirmer une dernière fois que vous aviez misé sur le bon fils. Mais vous avez mal calculé. Vous n'avez pas parié sur le mauvais cheval. Vous n'avez simplement jamais réalisé qu'il y avait un autre cheval dans la course. J'ai regardé le visage de ma mère baigné de larmes, puis l'affaissement vaincu de mon père. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié, ni amour. Juste un vide vaste et tranquille. L'emprise émotionnelle qu'ils avaient sur moi depuis 29 ans était enfin, complètement brisée. Aujourd'hui est le jour de mon mariage, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement. Pas pour eux, mais pour moi. C'est le premier jour de ma nouvelle vie avec ma nouvelle famille. Une famille qui m'aime et me respecte pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. Et je ne vous permettrai pas de jeter votre ombre dessus une seconde de plus. Je me suis retourné pour partir. Joshua, attends, a crié ma mère, sa voix désespérée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit par-dessus mon épaule. Je vous suggère d'aller profiter du reste du mariage d'Ethan. Et puis je suis retourné dans la lumière, le bruit et la chaleur de ma fête, les laissant derrière moi dans le couloir sombre et silencieux. Je n'ai jamais regardé en arrière. Les semaines qui ont suivi le mariage furent les plus heureuses de ma vie. Clara et moi sommes partis en lune de miel en Italie, un voyage offert par Monsieur Harrison comme cadeau de mariage. Pendant 2 semaines, nous avons tout oublié. Nous avons mangé des pâtes, bu du vin et nous sommes perdus dans d'anciennes rues pavées. Pas d'appel téléphonique, pas de mets, pas de drame familial. C'était juste nous. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. À notre retour, la réalité a lentement recommencé à s'infiltrer, mais c'était une nouvelle réalité. Nous avons emménagé dans une belle nouvelle maison que nous avons achetée ensemble. Je travaillais toujours au même poste, mais quelque chose avait changé. Le syndrome de l'imposteur avait disparu. J'allais au travail avec une nouvelle confiance, une nouvelle conscience de ma propre valeur. Les nouvelles de mon ancienne famille me parvenaient par fragments, principalement par mon oncle David. Il m'a appelé environ un mois après le mariage, sa voix basse et hésitante. « Josh, c'est ton oncle David. Je voulais juste te féliciter. Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Ce n'est pas grave, oncle David, ai-je dit, et je le pensais. Il avait toujours été pris entre deux feux, un homme décent trop timide pour tenir tête à mon père. « Comment vas-tu? » « Je vais bien. »« Écoute, je pensais que tu devais savoir. Les choses vont mal. » Il m'a tout raconté. La débâcle publique d'Ethan devant son PDG avait été catastrophique. Il a été licencié le lundi suivant pour « manque de professionnalisme flagrant et conduite indigne de l'entreprise ». La fusion sur laquelle sa société comptait a échoué, en grande partie parce que H&H Financial a retiré son soutien, citant des inquiétudes sur la stabilité interne de la firme partenaire. Ethan était devenu un paria dans son domaine du jour au lendemain. Sophia, voyant sa poule aux œufs d'or s'envoler, avait annulé le mariage le lendemain de la réception. L'énorme bague en diamant a été retournée et elle avait complètement disparu de leur vie. Le divorce d'un mariage qui n'a jamais eu lieu fut rapide et brutal. Mais ensuite, oncle David m'a raconté la partie que je n'aurais jamais pu deviner. Le dernier tour de vis, l'est définitif. Tes parents sont anéantis, Josh, dit-il, sa voix lourde de tristesse. Ce n'est pas seulement à cause du travail d'Ethan. C'est l'argent. Quel argent, ai-je demandé. Le mariage, dit-il. Le mariage d'Ethan. Ils ont tout payé. Le club de golf, la robe de créateur, tout.
C'était près de 50 000 $. J'étais abasourdi. Où ont-ils trouvé ce genre d'argent? Ils ne l'ont pas, il y eut une longue pause au téléphone. Ils ont pris une deuxième hypothèque sur la maison, dit-il doucement. Ils me l'ont dit. Ils ont dit que c'était un investissement. Le père de Sophia possède ses concessionnaires automobiles. Il pensait que s'ils organisaient un mariage somptueux, ça impressionnerait sa famille, que ça mènerait à des opportunités d'affaires. Peut-être même aider pour leur retraite. Il pariait tout sur le mariage d'Ethan dans cette famille. La vérité froide et écœurante m'a frappé. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il ne s'agissait même jamais de simple favoritisme. C'était une transaction financière. Ils voyaient Ethan comme leur action vedette et moi comme le titre sans valeur qu'ils avaient amorti. Ils ne m'avaient pas seulement ruiné émotionnellement. Ils s'étaient littéralement ruinés pour lui. Toutes ces histoires sur le fait de ne pas avoir un sou pour mon fonds d'études. C'était un mensonge. Ils avaient l'argent. Ils avaient juste choisi de le jouer sur le mauvais fils. C'était la dernière pièce du puzzle. Celle qui expliquait le désespoir pur et la cruauté de leurs actions. Ils n'essayaient pas seulement de me blesser. Ils essayaient de protéger leur investissement. La vie a continué. Ma vie, du moins. Quelques mois après la lune de miel, Monsieur Harrison m'a appelé dans son bureau. Pas en tant que son gendre, mais en tant que Joshua, l'ingénieur logiciel. Il avait entendu parler d'un projet complexe d'intégration de données que j'avais mené avec succès dans mon entreprise. H&H Financial faisait face à un défi similaire à une échelle beaucoup plus grande. Je veux que tu diriges le projet, dit-il, son ton purement professionnel. Pas comme une faveur. Tu passeras un entretien avec mon directeur technique et mon conseil d'administration. S'ils sont d'accord que tu es la meilleure personne pour le poste, je veux t'offrir un poste de direction ici. Le salaire sera à la mesure des responsabilités. Mais tu dois le mériter. C'était le plus grand défi de ma carrière et la plus grande opportunité. Pendant le mois suivant, je me suis préparé sans relâche. J'ai passé 3 séries d'entretiens techniques épuisants. J'ai présenté ma proposition à une salle de conférence remplie de cadres qui se fichaient que je sois marié à la fille du PDG. Ils se souciaient des résultats. Et à la fin, j'ai eu le poste. Je l'ai mérité. Franchir les portes de H&H Financial pour mon premier jour fut une expérience surréaliste. Je n'étais plus seulement le mari de Clara. J'étais un membre respecté de l'équipe, dirigeant un projet essentiel pour l'avenir de l'entreprise. Pour la première fois, ma vie professionnelle et personnelle étaient en harmonie. Je construisais un avenir avec la famille qui m'avait choisi. Un soir, environ 1 an après le mariage, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Joshua? La voix était faible, rauque. Il m'a fallu un moment pour la reconnaître. C'était ma mère. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé, ma voix neutre. Nous avons besoin de ton aide, balbutia-t-elle. La santé de ton père n'est pas bonne. Les factures médicales. Nous sommes en retard sur les paiements de l'hypothèque. Il parle de saisie. J'ai écouté, mais je n'ai rien ressenti. C'était comme entendre une histoire sur des étrangers. Et Ethan, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant. Il ne trouve pas de travail. Personne ne veut l'embaucher. Il vit au sous-sol. Si tu pouvais juste parler à ton beau-père, peut-être qu'il pourrait mettre un bon mot. L'aider à se remettre sur pied. L'audace de la demande était à couper le souffle. Après tout ce qu'ils avaient fait, après avoir essayé de me détruire, ils venaient maintenant me demander l'aumône. Ils voulaient que j'utilise les relations mêmes pour lesquelles ils s'étaient moqués de moi afin de sauver le fils qu'ils avaient choisi à ma place. J'ai laissé le silence s'étirer, long et inconfortable. Non, ai-je dit finalement. Quoi, murmura-t-elle, comme si elle n'avait pas bien entendu. Non, ai-je répété, ma voix claire et calme. Je ne parlerai pas à Robert. Je ne vous donnerai pas d'argent. Les choix que vous avez faits, l'investissement que vous avez placé en Ethan, ce sont vos fardeaux à porter. Vous avez fait votre lit, maintenant vous devez vous y coucher. J'ai entendu un sanglot étranglé à l'autre bout de la ligne. Mais je n'avais pas fini. Vous êtes mes parents biologiques, ai-je dit. C'est un fait de la nature. Mais vous n'êtes pas ma famille. Ma famille est ici avec moi. Ma vie est ici, et vous n'en faites plus partie.
Et sur ce, j'ai raccroché le téléphone. J'ai bloqué le numéro. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucune colère, aucune tristesse. Juste la finalité tranquille et nette d'une porte qui se ferme pour la dernière fois. J'étais enfin, vraiment libre. Cela fait 5 ans depuis ce jour. Clara et moi sommes plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. Nous avons une fille maintenant, une belle petite fille avec les yeux de sa mère et ma curiosité tranquille. Mon bureau chez H&H a une fenêtre qui donne sur la ville. Et parfois, je me surprends à regarder dehors, pensant à la longue route sinueuse qui m'a amené ici. M et Madame Harrison sont les grands-parents les plus incroyables qu'un enfant puisse souhaiter. Notre maison est toujours remplie de rire et d'amour. Le genre de chaleur que je lisais dans les livres et que je pensais être de la pure fiction. J'ai trouvé ma famille. Ou peut-être qu'ils m'ont trouvé. J'ai appris par mon oncle que mes parents ont finalement perdu la maison. Ils ont emménagé dans un petit appartement en location dans un quartier moins désirable de la ville. Ethan vit toujours avec eux, enchaînant les petits boulots sans avenir. Je ne les déteste pas. Je ne leur veux aucun mal. Je ne pense tout simplement pas à eux. Ce sont des personnages d'une histoire d'une vie qui ne m'appartient plus. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Clara ne m'avait pas demandé en mariage. Si les Harrison ne m'avaient pas accepté. Si la cruauté de ma famille ne m'avait pas poussé à ce point de rupture. Peut-être que je serais toujours dans cette orbite, tournant silencieusement autour du soleil de mon frère, espérant un rayon de lumière égaré. Mais la vie a une drôle de façon de vous montrer que parfois, les fins les plus douloureuses ne sont que le début de votre véritable histoire. Ma valeur n'a jamais été liée à l'approbation de ma famille. Elle était en moi depuis le début. J'avais juste besoin des bonnes personnes pour m'aider à la voir. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que la famille, ce n'est pas une question de sang que l'on partage. C'est une question de personnes qui sont là pour vous, les personnes qui vous élèvent, les personnes qui vous choisissent, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà eu à trouver votre propre famille, celle qui ne vous a pas été donnée par la naissance? Partagez votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer ce que je partagerai ensuite. Prenez soin de vous.